Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous témoigner de votre fidélité. C'est l'heure des principales informations, dont voici les titres. Seydina Fall dit Bougazali est enfin apparu. Il s'est présenté cet après-midi à la section de recherche à Colobane, où il a été brièvement entendu, puis relâché et devra à nouveau se présenter demain sur convocation. Ces derniers développements sont intervenus après qu'il a présenté sa lettre de démission auprès du président de l'Assemblée nationale. Les médecins décrètent une grève de 3 jours. Ils exigent un meilleur traitement et leur insertion dans la fonction publique. Ils s'en sont pris notamment au ministre de tutelle qui n'aurait pas tenu parole. Le ministère a tout de suite répondu et appelle au calme et à la sérénité. C'était jadis l'un des quartiers les mieux entretenus de la capitale, mais il est à craindre que cela ne soit plus qu'un vieux souvenir. L'air du quartier de Fan Hoc est de moins en moins respirable du fait des égouts et des canalisations qui ne respectent plus aucune norme en vigueur. Les toilettes et les latrines sont célébrées ce mardi dans les marchés. Ces espaces ultra sensibles sont dans des états catastrophiques, surutilisés et sommairement entretenus. Les garde-robes ne sont plus jolies à voir ni même à fréquenter. Le développement de tous ces titres dans un court instant. Seydina Fall Bougazali a déposé sa lettre de démission pour quitter son poste de député. Il entend se mettre à la disposition de la justice et ne pas entraver l'enquête sur le présumé trafic de faux billets de banque dans lequel il est cité. Après 2 rendez-vous manqués, Seydina Fall s'est finalement présenté cet après-midi à Colobane à la section de recherche de la gendarmerie nationale. Il est reparti chez lui et a été à nouveau convoqué demain. Il est ici au micro de Papa Lunsar. En tant que mouride, dans l'épreuve, je suis retourné à la source. Je suis allé à Touba me recueillir sur les mausolées de Serigne Touba, Serigne Fallou, Serigne Moustapha avant de retourner vers Cheikh Béthio. Siyaare Serigne Fallou, siyaare Serigne Moustapha, dem ci Serigne Saliou, dellu ci Cheikh Béthio. C'est le même jour la nuit la ñibbisi. Je suis rentré le même jour dans la nuit. Je ne fuirai ni pour la brigade de recherche, ni pour le tribunal, encore moins pour la prison. Je n'aurais de choses à craindre que si j'avais été fautif. Je sais qu'il s'agit d'un complot. J'en connais le responsable. Mais je laisse tout entre les mains de Dieu. Je suis prêt à démissionner pour laver mon honneur, permettre à la justice de faire son travail. Et s'il faut que je démissionne pour ne pas gêner le président Macky Sall, je le ferai. Seydina Fall crie à la conspiration. Il était cet après-midi flanqué d'un de ses conseils, en l'occurrence Maître El Hadji Diouf, qui s'est également exprimé au micro de Pape Alunsar. La procédure va continuer. Maintenant, on ne peut pas aller plus loin, parce que l'enquête n'a même pas encore démarré. Donc attendez la fin de l'enquête pour voir comment la procédure va se dérouler, quelle sera la suite à réserver, à donner à cette procédure. Non, pour le moment, rien n'a retardé l'audition de M. Fall. Il est arrivé au moment où il devait arriver, en compagnie de son conseil, de son avocat. Moi, je ne suis pas venu à la gendarmerie pour m'occuper de démission. Maître El Hadji Diouf, l'avocat des causes médiatiques et inextricables, les médecins internes ont quant à eux extériorisé leur grande colère à travers une grève
de 72 heures. Les blouses blanches demandent à être intégrés dans la fonction publique et par ricochet avoir un nouveau statut. Les médecins en veulent à la tutelle de ne pas tenir ses promesses et croient être l'objet d'une sorte de mépris. Ils en appellent au dernier recours, c'est-à-dire le chef de l'État avant de franchir un nouveau palier dans la lutte. Alioune Gueye et Augustin Mandan. Ces internes des hôpitaux réclament la validation de leur statut. Ils soupçonnent un dilatoire non avoué. Ce sitting, ça rentre dans le cadre d'un long processus qui implique des points revendicatifs qu'on avait soulevés depuis l'année passée avec notre ministère de tutelle. Donc, parlant de la question du statut des internes, mais également du post-internat. Ils ont réussi un concours très rigoureux et pensent qu'ils méritent un meilleur traitement. Comment se fait-il que des personnes qui ont été recrutées sur la base d'un concours étatique, un concours très sélectif, il faut le dire et le rappeler, parce que l'internat, ça fait partie des seuls concours au Sénégal où presque c'est 3 à 5% des candidats qui sont pris. Donc ça, c'est vraiment un concours sélectif. Et c'est d'autant plus vrai que dans le passé, il y avait des promos où il n'y avait qu'un seul interne qui a réussi, ou même des cas où il n'y avait pas d'interne. Ces blouses blanches interpellent le chef de l'État. Qu'ils prennent en charge ces questions, notamment la question des internes, du statut des internes, parce que ces internes dont nous parlons sont des médecins spécialistes. Donc il n'est pas concevable que ces médecins spécialistes, au sortir de leur formation, n'ont pas une politique d'intégration. Donc ça, c'est un fait que nous déplorons. 72 heures de grève, ils demandent aux autorités de réagir le plus vite possible avant qu'ils passent à la vitesse supérieure. Réponse du berger à la bergère. Le ministère n'a pas différé sa communication et a réagi par la voix du responsable du capital humain, Souka Ndella Diouf. Les médecins internes doivent savoir raison garder en poursuivant les négociations pour une issue heureuse pour toutes les parties. Toutefois, des points de revendication soulevés par les grévistes ne semblent pas être du ressort du ministère. On écoute Ibrahima Souka Ndella Diouf au micro de Alioune Gueye. Ce n'était pas nécessaire qu'ils fassent le sitting parce que les portes du ministère de la Santé et de l'Action sociale leur est grandement ouvertes. Il n'y a pas eu une fois où ils ont cherché à nous rencontrer et nous n'avons pas accepté de les recevoir. Je dois préciser que l'actuel ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, les a reçus plus d'une dizaine de fois. C'est donc toute la preuve que le ministère est ouvert à tout dialogue en vue d'apporter des solutions aux différentes questions et problématiques qui se posent à notre secteur. C'est vrai, nous sommes dans le processus de prise de décision concernant le changement de statut. Mais vous conviendrez avec moi que ce changement de statut interpelle le ministère de l'Enseignement supérieur, mais ce changement de statut aussi interpelle le ministère des Finances, de l'Économie et des Finances. Parce que ce sont ces trois ministres-là qui doivent, dans le cadre de la signature d'un rapport pour présenter un décret de changement de statut. Les infrastructures hospitalières du Sénégal sont aussi malades du fait d'équipements défaillants. Le scanner de l'hôpital régional de Saint-Louis a rechuté et retombe du coup en panne. Les Saint-Louisiens ne peuvent donc plus profiter de ces services et sont obligés de se déplacer jusqu'à Louga. La direction de l'hôpital dédramatise et annonce un retour à la normale pour bientôt après réparation de la pièce qui a été endommagée. Modou Diarras, le responsable de la maintenance de l'hôpital de Saint-Louis, il est au micro de Momar Alisnian. C'est un équipement qui date d'un certain temps, voilà, et qui est fortement sollicité. Donc en plus, il se trouve dans un environnement relativement humide. Et donc, comme toutes les machines, il arrive qu'il tombe en panne. Voilà, et donc, mais on peut identifier en tout cas comme origine peut-être le fait qu'il est fortement sollicité, d'une part, et d'autre part, le fait qu'on est dans un environnement humide et qui est relativement agressif sur les équipements. Alors, les conséquences, c'est que nous observons une immobilisation de l'équipement
On a pris les mesures idoines, à savoir que le fournisseur est sollicité et la commande est partie pour que la pièce qui s'appelle donc convertisseur de fréquence est commandée. Il sera disponible. J'ai eu donc la promesse du fournisseur très bientôt. En tout cas, il m'a promis que demain, la pièce serait disponible et qu'il viendrait immédiatement installer. Donc voilà, nous espérons que d'ici peu, le problème sera derrière nous. Nous prenons encore le pouls dans nos régions avec le monitoring des projets de la direction de l'action sociale. C'est à Ziguinchor où 500 cartes d'égalité des chances ont été gratifiées à la population, un atelier auquel la directrice de l'action sociale et les autorités administratives ont pris part. Les échos avec notre correspondant permanent dans la capitale méridionale, Hassan Ba. La région de Ziguinchor a abrité ce lundi un atelier sur l'évaluation des performances des projets et programmes d'autonomisation des groupes vulnérables. Un atelier présidé par l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Mbaye Dione, qui a exprimé toute sa satisfaction sur l'arrivée des cartes d'égalité des chances dans la région. Des fois, c'est bon également, comme je l'ai indiqué tout de suite, de descendre au niveau local, de rencontrer les acteurs, donc afin d'approfondir la réflexion et d'optimiser également donc la coordination de tous les projets que la direction est en train de mettre en œuvre au niveau de la région. Et souligne également que c'est d'importants programmes, en ce sens qu'ils appuient et assistent les couches vulnérables, principalement les personnes vivant avec un handicap, à travers de nombreux programmes dont le gouverneur lui-même est le superviseur et donc de toutes ces activités-là. Aram Topsen, directrice de l'action sociale, estime qu'il faut s'arrêter pour évaluer tout le travail abattu depuis 2012. Donc ce sont des projets que nous mettons en œuvre depuis 2012. Donc il est temps aussi qu'on s'arrête pour l'Ambaye de Kédougou. Ensuite nous avons été dans la région de Kaolack, Saint-Louis et actuellement nous sommes à Ziguinchor. Donc ça nous permet vraiment de faire la présentation de l'ensemble des programmes de la direction générale, mais également écouter le niveau régional qui met en œuvre les différents projets de la direction générale, faire sa présentation et ça nous permet de faire des croisements. Ces croisements, ça permettra également aux personnes bénéficiaires des interventions de l'action sociale de pouvoir réagir pour voir, ou bien pour dire est-ce que ces projets ont été bien faits, bien menés, est-ce que l'impact est vraiment réel. Elle déclare que les cartes distribuées vont permettre à ces personnes de bénéficier des services de la carte d'égalité des chances. Donc aujourd'hui, nous avons distribué pour la région de Ziguinchor 500 cartes. C'est encore peu, nous allons encore faire davantage et nous allons aussi, avant de partir, recueillir les instructions sur les nouvelles cartes à élaborer pour l'année 2020. Et actuellement, nous avons au total 55 000 cartes. Et aujourd'hui, je crois qu'après cet atelier, nous allons sillonner les régions de Kolda et de Sédhiou pour aussi en distribuer. Et c'est des cartes qui permettent à ces personnes détentrices de pouvoir bénéficier de ces services dont j'ai parlé. Après Ziguinchor, la direction générale de l'action sociale va se rendre à Sédhiou avant de terminer dans la région de Kolda. Et puis une information que nous venons de recevoir et qui fait état de la hausse du prix de l'électricité. À partir du 1er décembre, la commission de régulation du secteur de l'électricité l'a annoncé dans un communiqué et elle indique, la commission, que la hausse s'établira à 10% pour ce qui concerne les ménages sénégalais. La direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, la DESCOS, badigeonne les constructions considérées comme irrégulières. C'est le cas notamment à Tivaouane Peulh Niague, non loin du lac Rose, où des ordres d'arrêt des travaux ont été émis. Des centaines de maisons sont concernées, d'où l'angoisse sur place des habitants. C'est un reportage tout de suite de Boudal Diak. C'est une centaine de familles qui a reçu des sommations liées à l'arrêt de la direction de la surveillance et de la conservation des sols à Malika.
Une situation qui crée une grande déception chez les familles. Un sentiment d'amertume, je ne dirais pas, je suis au-delà de la colère, hein, parce que je ne sais pas à quel sein se vouer. Je me pose une question comme tout le monde ici dans le collectif. Quel péché on a commis? Certainement, d'aucuns répondraient que il y a des lois et procédures et autres à suivre. Mais moi je dis que le législateur sénégalais, comme tout autre législateur dans le monde, ils sont des êtres et l'être humain est par essence imparfait. Pourquoi devrait-on payer une erreur ou une faute, quelconque faute, soi-disant faute, qu'on n'a pas commise, hein? Ben, je ne sais pas. Les propriétaires soupçonnent de gros bonnets de vouloir faire main basse sur leurs terres. Tantôt, c'est des arrêts d'escorte, tantôt c'est des gens qui viennent avec un document disant qu'ils détiennent un bail. On ne comprend pas réellement le fond du problème. C'est aussi, ça c'est un autre problème qui vient se joindre au problème de l'arrêt. Donc en réalité c'est deux points différents qui suscitent notre interrogation. Le nombre de personnes concernées peut aller même jusqu'à 1500. Les membres de ce collectif ont rencontré le maire pour avoir un dénouement heureux dans leurs revendications. Il a adressé des correspondances allant dans le sens d'interpeller le sous-préfet pour vraiment lui poser notre situation. Mais on a vu qu'il était intéressant qu'on forme nous tous un bloc, n'est-ce pas, pour essayer de sauvegarder ce que nous jugeons nous appartenir. Les membres de ce collectif affirment que c'est en 2012 qu'ils avaient acquis ces terres auprès des propriétaires de champs, car dans la zone, il n'y a pas de bail. La qualité de vie a tendance à se dégrader un peu partout, d'où le cri d'alarme des résidents dans des quartiers les plus anciens de la capitale, Fan Hock notamment. Depuis plus d'1 an, ils se bouchent le nez du fait de la présence d'un marécage pestilentiel en cause, des canalisations défectueuses et de graves problèmes d'assainissement. La population de Fan Hock, qui n'en peut plus, a demandé le lancement immédiat de travaux. C'est un reportage de Mamadou Bipa Sissoko et Augustin Mandan. Mais on n'arrive plus à respirer, il fait excessif, ça sent très 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 mauvais. Il y a des gaz toxiques qui se dégagent et une odeur nauséabonde. Vraiment, on ne veut plus. C'est la situation que vivent les habitants de Fan Hock, près de la Corniche, depuis 16 mois maintenant. À l'origine, une canalisation défectueuse qui avait nécessité de faire recours à une pompe. Mais depuis, un autre problème est né. Ça consiste à, comment dirais-je, ils aspirent les eaux usées et les déversent dans l'égout central. Mais il se trouve que ça dégage des gaz, pas possible. Donc tous les gens riverains de la Corniche, nous avons des problèmes pour respirer. Donc ça entre dans nos habitations, ça nous met vraiment très mal à l'aise. Donc pour un problème de quelques jours, ça a passé à quelques mois et de quelques mois, ça a passé à 16 mois. Ils indexent l'ONAS, mais aussi une société avec qui l'entreprise nationale sous-traite. La société intermédiaire qui se permet de pomper ces eaux usées pour les déverser sur le central, cette société, nous, on a fait nos calculs, ils ont dépensé à peu près 34 millions et poussière. Voilà, 34 720 000 pendant les 16 mois, alors qu'à la base, ils avaient dit que le problème pouvait se solder pour 8 millions. Une des personnes présentes sur les lieux et chargée de la surveillance nous confie que cette pompe est indispensable. La seule solution pérenne est la réhabilitation des canalisations, mais avant tout travaux, une autorisation de AGEROUTE devra être délivrée. A signaler aussi le démarrage de l'atelier annuel de réseau climat et développement. On compte y former les associations africaines pour une meilleure planification climatique locale. Le projet de la Grande Muraille Verte s'est aussi imposé dans les discussions. On va écouter à cet effet les développements du coordonnateur Paul Tangam au micro de Ndeye Aminata Ndiaye. L'initiative Grande Muraille Verte pour combattre les différents flux, aussi pour la promotion du développement in situ. Je ne sais pas si le mot in situ existe en français, mais in situ, ça veut dire le développement local avec les ressources
qui se trouvent dans les différentes zones. Et puis on a aussi discuté de l'une des choses qui est sortie lors de l'ouverture officielle, c'était la nécessité d'appuyer le programme. Le représentant de M. le ministre a appelé les partenaires techniques et financiers à continuer à appuyer les États membres pour la mise en œuvre de ce programme. On va prendre de l'altitude pour signaler que plus de la moitié des aéroports africains ne sont pas encore certifiés. Une situation inquiétante du point de vue de l'UGACO, c'est l'Union des gestionnaires des aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest qui est en réunion à Dakar dans le cadre d'un forum sur la certification des aéroports secondaires. Nous écoutons Pape Mayel Diop, directeur général de l'Agence des aéroports du Sénégal, au micro de Cheikh Hassan Affal. Permettre aux aéroports africains d'être plus compétitifs et de pouvoir recevoir des vols en provenance du monde entier, voilà la mission que s'est fixée l'Union des gestionnaires des aéroports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest. Une mission qui ne pourrait s'accomplir sans la certification de nos aérodromes. Il y a 2 tiers de nos aéroports qui ne sont pas encore certifiés, déjà au niveau des principaux aéroports, ce qui dénote beaucoup d'insuffisance, que les aéroports pris individuellement ne pourront pas satisfaire. Vous avez la certification, c'est un label qui va faire que l'aéroport en question a toutes les exigences, satisfait toutes les exigences en matière de sûreté pour permettre à son aéroport d'acquérir des vols internationaux. C'est ça le plus important. Conscient des enjeux liés à la certification, le Sénégal a mis les moyens pour mettre à niveau ses aéroports. Il y a un processus de certification qui va concerner l'ensemble des autres aéroports avec ce que nous appelons le programme de réhabilitation des aéroports phase 1. Et il y a aussi un autre programme de réhabilitation des aéroports phase 2 qui va concerner pratiquement 11 aéroports. Pour le moment, nous avons l'aéroport président qui est certifié. Nous avons engagé un vaste programme de rénovation des aéroports. Et quand l'État du Sénégal investit plus de 100 milliards, c'est pour permettre dans ces aéroports d'être des aéroports modernes et qui vont permettre quand même au Sénégal de jouer ce rôle de hub. Une certification qui s'accompagnera de toutes les mesures nécessaires pour rendre plus sûrs ces lieux de transit. De ce que nous constatons au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne, je ne dirais pas que toutes les conditions sont réunies à 100%, mais à 90%, les conditions sont réunies. C'est ce qui explique le fait, par exemple, qu'Air France augmente ses vols, qu'il y ait des vols vers les États-Unis, qu'il y ait des vols vers l'Afrique du Sud, qu'il y ait des vols dans d'autres pays européens. Et cela demande une fois de plus l'expertise sénégalaise. Faire du Sénégal un hub aérien, un souhait cher au président Macky Sall, et cela ne pourrait se réaliser que si nos aéroports se conforment aux règles et normes internationales. C'était donc un élément en bonne et due forme de Cheikh Hassan Affal. Atterrissage en douceur avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes qui sillonnent la capitale du Nord pour évangéliser, sinon diffuser les opportunités d'emploi dans le pays au travers de cette activité. Les responsables de l'ANPEJ entendent informer, voire former la jeunesse et lui inviter et lui éviter le syndrome de l'immigration irrégulière. Tamsir Faye en est le directeur général. Il intervient ici au micro de Momar Alisnia. L'Europe d'aujourd'hui n'est plus l'Europe d'il y a 20 ans, il y a 10 ans. Que les gens rencontrent énormément de difficultés pour y survivre. Je ne parle même pas de vivre, mais survivre. Alors, il est de notre devoir, responsabilité en tant qu'autorité étatique, d'alerter la jeunesse pour que prenne conscience des risques qu'ils courent. Parce que aussi bien l'immigration clandestine que l'immigration légale, il y a beaucoup de risques à prendre. Et quand nous voyons les gens qui prennent la mer pour un résultat à l'arrivée qui n'en vaut pas la peine, beaucoup meurent dans la mer, dans la Méditerranée, d'aucuns arrivent vivre dans un dénouement total. Je pense que quand même c'est de notre responsabilité d'alerter, d'attirer leur attention pour qu'ils puissent rester dans ce pays, mais aussi travailler à ce qu'ils restent dans le pays dans des conditions dignes. Et c'est tout le sens de cette mission, c'est tout le sens de cette caravane, sensibiliser, alerter
mais former en même temps. Sensibiliser, alerter, former pour leur permettre d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir en tout cas exister, travailler et se nourrir de leur travail dans ce pays. L'espoir ne prend fin qu'en enfer, selon Fatima Raymond, l'épouse de Hussein Habré. Hussein Habré qui développe bien des symptômes selon elle. Sa maladie émeut le forum du justiciable qui demande à l'État du Sénégal de lui accorder rapidement une grâce. Babacar Ba a demandé qu'on agisse dans la sérénité également dans ce dossier. Nous l'écoutons s'exprimer au micro de Alioune Gueye. Suite à un accident que le président Habré a subi, donc il a eu en tout cas une fracture au niveau du bras, une fracture qui aujourd'hui nécessite une intervention chirurgicale. Donc ce que l'administration pénitentiaire refuse catégoriquement. Et je pense qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant qu'organisation qui lutte pour la promotion des droits de l'homme, je pense que c'est tout à fait, il est de notre devoir quand même à apporter notre soutien à Hussein Habré, mais également apporter notre soutien à la famille de Habré, mais aussi inviter également l'État du Sénégal à revoir sa position par rapport à cette affaire-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'état de santé de Hussein Habré n'est plus compatible avec la vie carcérale. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que l'État du Sénégal quand même essaie de revoir sa position, pourquoi pas ne pas lui accorder ce qu'on appelle la grâce médicale. Le monde est immense, au-delà de nos murs d'habitation. Le récit des nouvelles internationales est pris en charge ce soir par Mam Abdou Gueye Kassé. 24 soldats maliens tués dans une attaque attribuée aux djihadistes. Les faits se sont déroulés dans l'est du pays. Les assaillants y ont perdu 17 des leurs. Du matériel a également été détruit. Ce bilan est encore provisoire. D'après une source sécuritaire nigérienne, les assaillants à bord de 7 véhicules ont utilisé une ruse de Sioux pour commettre cette attaque. En circulant également sur des tricycles appartenant à des centres de santé, ils se sont fait passer pour des membres du personnel médical en campagne de vaccination. Cet incident survient au lendemain du 6e forum sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu à Dakar. Issoufou Katambe, le ministre nigérian de la Défense, en réaction, a appelé à plus de mobilisation pour lutter contre les groupes armés au Sahel. Au moins 8 soldats burundais tués dans l'attaque d'une position avancée de l'armée à la frontière avec le Rwanda. Des dizaines de soldats sont portés disparus. L'attaque n'a pas été revendiquée. Par contre, l'identité des assaillants est connue par les militaires. La communication de l'armée accuse un groupe armé de fusils en provenance du Rwanda d'en être l'auteur. Le secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères, Olivier Nduhungere, a démenti auprès de l'agence France Presse toute implication de son pays dans cette affaire. Depuis le début de la crise au Burundi, Bujumbura accuse Kigali de soutenir des groupes rebelles de l'intérieur, ce que le gouvernement rwandais a toujours nié. Les relations entre les deux pays sont très tendues et des incidents ont souvent été signalés à leurs frontières. Un organe du Conseil de l'Europe affirme que la réponse pénale aux violences faites aux femmes en France est insuffisante. Dans le rapport publié ce mardi, il déplore également un manque d'hébergement dédié aux femmes victimes de violences dans l'Hexagone. Le rapport souligne aussi que des avancées législatives ont permis un renforcement considérable du cadre juridique de prévention et de répression des violences, mais que malgré ces mesures, il existe encore un certain nombre de domaines où des améliorations sont nécessaires. Le ministre de la Justice, Nicolas Belloubet, a reconnu que la chaîne pénale n'était pas satisfaisante et a donné rendez-vous au 25 novembre prochain pour des conclusions contre les violences conjugales mises en place par l'exécutif. « 19 dirigeants socialistes d'Andalousie, fief historique du Parti socialiste espagnol, condamnés ce mardi à des peines de prison ou d'inéligibilité pour l'un des plus gros scandales de corruption de ces dernières décennies dans le pays.
Dans cette affaire baptisée RE en espagnol ou les plans sociaux en français, ces anciens membres du gouvernement andalou ou de l'administration régionale sont condamnés pour avoir attribué dans la plus totale opacité des centaines de millions d'euros d'aide destinés en principe à assister les salariés licenciés et les entreprises en difficulté. Avant de boucler cette édition, c'est bon d'en savoir. Avant, on parlait de garde-robe pour désigner les toilettes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale qui leur est consacrée en prétexte pour la rédaction d'ITV de s'intéresser aux vestiaires dans les marchés qui sont fréquentés aussi bien par les commerçants que par la clientèle. Ces espaces sont devenus payants, mais sont aussi immondes de par leur côté insalubre. Le sujet est réalisé par Omar Khan et Augustin Mandan. C'est le couloir qui mène aux toilettes du marché Castor. La mauvaise odeur qui nous accueille de loin annonce déjà la couleur. Des toilettes publiques qui ne sont nettoyées que tous les 2 ou 3 jours. Tous les 2 ou 3 jours, nous nettoyons les toilettes. Nettoyons vers 4h ou 5h du matin avant que les gens ne viennent. Nous le nettoyons proprement, mais ce n'est pas tous les jours. Au marché Tilène, la caméra pas question. Le gérant Dignette. Nous avons pu prendre ces images avec notre téléphone portable. Derrière ces toilettes, toute une organisation et des tarifs fixes. 5 personnes. Nous sommes 5 personnes et nous surveillons bien les toilettes. C'est un travail public, mais tout le monde n'est pas propre. Parfois, les usagers salissent vraiment les toilettes et nous sommes obligés de nettoyer. C'est moi qui encaisse l'argent et les autres se relayent chaque heure pour verser de l'eau dans les toilettes. Pour se laver, c'est 50 francs. Pour uriner, c'est 25. Pour se soulager, aussi, c'est 25. Ce sont des centaines de personnes, commerçants et acheteurs qui fréquentent les toilettes dans les marchés. Des toilettes aussi insalubres les unes que les autres, au grand dam des usagers qui, eux, n'ont presque pas le choix. Voilà, c'est sur ce sujet qui nous ramène à notre simple humanité que nous allons fermer ce journal. Merci de nous rester fidèles. Et dans un instant, la météo avec Sophia Ba, qui sera suivie des inspirations du professeur Songé Diouf. Ensuite viendra Kenou Askanui avec la grande dame de cœur Soldat Djahoumpa qui sera aux manettes. Merci à la noblesse anonyme qui m'a accompagné ce soir. Je vous nomme la technique et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Au revoir.